est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour, le matin au bloc, l'après-midi dans le service de rééducation, c'est ainsi que l'on peut résumer ce qu'est la RAC, acronyme de rééducation améliorée après chirurgie. Vieille technique inventée par des Danois il y a plus de 20 ans, mais qui a mis des années pour s'imposer alors qu'elle semble répondre à toutes les vertus que réclame aujourd'hui l'état de notre système de santé. Gain de temps, d'argent, de douleur et d'efficacité. On se demande pourquoi tant de temps pour déjà adopter cette technique puis l'imposer, ce qui est une autre histoire. Car de telles performances nécessitent une technique qui risque de poser quelques problèmes générationnels. Alors, deux professeurs pour nous expliquer la RAC, deux spécialistes dont c'est le quotidien. Philippe Enract est professeur de chirurgie orthopédique à l'hôpital Cochin. François Ranoux, lui, est patron et professeur de rééducation rhumatismale et orthopédique de ce même hôpital. Ce sont des passionnés, donc vous saurez tout sur la RAC après cette émission, en espérant que cela répondra aussi à vos questions. François Ranoux, bonjour. Bonjour. Un petit peu d'histoire, parce que j'étais très surpris quand vous m'avez dit que ça avait démarré au Danemark il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a motivé le Danemark par rapport au reste du monde ? Je pense que c'est l'idée d'une personne, d'un chirurgien, à une période où on commençait à remettre en cause notamment les croyances que l'on pouvait avoir, pas que nos patients, mais nous aussi. Et c'est vrai que jusqu'à il y a 20 ans, on pensait que quand quelqu'un était opéré, fallait ensuite qu'il soit allongé dans un lit le plus longtemps possible, ou quasiment, et qu'il rentre complètement guéri chez lui, etc. Et en fait, lui a surtout regardé les conséquences de tout ça, et il a montré qu'en fait, de garder les gens au lit comme ça pendant des jours et des jours, c'était plutôt comorbide qu'autre chose. Mais vous étiez déjà en train de le penser pour tout ce qui était pathologie du rachis. Exactement. C'est un peu un principe général. On a dans notre tête que, a priori, surtout quand c'est l'appareil locomoteur, que voilà, il faut faire attention à tout, etc. Finalement, non. C'est l'appareil locomoteur, il est fait, il faut s'en servir le plus possible, le plus longtemps possible. Comment vous avez entendu parler de cette technique ? C'est dans un congrès ? C'est l'avantage des congrès ? Moi, c'est mon collègue, c'est le professeur Philippe. Ah ben, on va lui demander tout de suite. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors c'est vous qui avez amené la technique. Alors donc cette technique, en fait, on l'a introduite dans le service avec nos collègues anesthésistes et notamment avec le docteur Anissa Belbachir. On avait entendu parler de ces techniques et on a démarré progressivement. Ça se met en place pas du jour au lendemain, donc on a déjà fait à petite échelle et puis petit à petit on a introduit ces techniques, après on a formé tous les personnels et on a généralisé cette technique dans le service. C'est bien d'avoir fait ça avec les anesthésistes, mais enfin quand même l'élément clé de la technique c'était les rééducateurs. Tout à fait, alors c'est la réhabilitation améliorée après chirurgie, ça implique tout le monde. Donc c'est avec les rééducateurs, c'est les infirmières, les aides-soignants, les kinés, tout le monde. En fait, toutes les équipes doivent participer à cette prise en charge qui repose en fait sur une organisation au cordeau qui est inspirée de l'ambulatoire, mais on le verra plus tard. Je vais vous taquiner un peu, vous n'êtes pas le grand chirurgien qui après, effectivement, a tout autour de lui, les réanimateurs. C'est une technique qui nécessite des compétences fortes de rééducation, parce que sinon on va demander à François Ranoux de nous quitter si le rééducateur n'est pas prépondérant dans cette histoire. Alors le rééducateur est prépondérant, en fait c'est surtout une réhabilitation très rapide. En fait, on a adapté la technique chirurgicale, l'anesthésiste, toute la prise en charge, même aussi, on anticipe ce que va devenir le patient en post-opératoire et on va lever très rapidement ce patient. Et ça va permettre de récupérer plus rapidement, de diminuer les complications. En fait, toute l'équipe doit participer. Et si vous n'avez pas une adhésion de toute l'équipe, ça ne fonctionne pas. Et alors François Ranoux, et vous Philippe, vous avez mis en place cette technique quand en France ? Ça fait 20 ans au Danemark, elle est arrivée quand dans votre service ? Concrètement, on fait ça donc avec nos collègues orthopédistes depuis, je dirais, 5-6 ans.
Plus. Ouais, on a démarré il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Vous avez démarré sous les applaudissements de l'administration, parce que ça vous a raccourci, c'est tout, non? Ouais, je ne sais pas si elle a tout de suite compris, parce que paradoxalement, Philippe en parlera peut-être mieux que moi, mais quand on améliore comme ça quelque chose, ça demande, ce que vous avez dit, plus de personnel. Et l'administration, souvent, a une idée si on va plus vite, ça va raccourcir, au contraire. Ça demande plus de personnel, il faut moins de temps. Parce qu'on va plus opérer. Oui, il y aura plus de place. Vous voyez, il y a un turnover qui va être supérieur. Les patients ne vont pas traîner pendant une semaine dans le service du professeur en RAC. J'ai dit du bloc à la rééducation dans la matinée. Résumez-nous comment... on va rentrer après en détail, mais en résumé, c'est quoi la RAC? Alors, en résumé, la RAC, ça démarre dès la consultation. On va préparer le patient et puis on va organiser tout son parcours. Voilà, on va faire là c'est encore plus récent, on fait de la préhabilitation des patients qui ont des comorbidités, on va essayer de les optimiser. Et puis le patient va rentrer le jour de l'opération, parce que pendant des années, on faisait rentrer les patients la veille, voire plusieurs jours avant, ça n'a aucun intérêt. On les fait rentrer le jour même. Vous opérez à 6h le matin, ils arrivent à 5h du matin? Alors, on n'opère pas à 6h, on opère à 7h30, mais ils arrivent à 6h30 du matin pour le premier. Voilà. Et on a une organisation, parce qu'un patient qui rentre le matin, là, on n'a pas le temps de lui refaire une radio, de faire un bilan biologique, ça. Donc, tout est verrouillé d'avance. Et puis, donc, ce patient va descendre au bloc, il descend à pied. Dans la plupart des cas. Donc on l'autonomise, on le fait participer aussi à sa prise en charge, le patient. Ça, c'est un élément essentiel, il est acteur de sa prise en charge. Ça veut dire quoi, concrètement, être acteur de sa prise? Eh bien, concrètement, ça veut dire que dans la préparation, il est acteur de sa prise en charge. Il va rentrer tôt le matin, il faut qu'il adhère. Il va descendre à pied au bloc opératoire. On a adapté la chirurgie, donc on fait une chirurgie moins invasive, notamment pour la hanche et les doigts après. On a adapté l'anesthésie, pareil, c'est des anesthésies avec très peu de morphinique, donc moins d'effets secondaires. On fait des anesthésies avec des blocs qui ne sont pas moteurs, et donc après, l'opération va durer le même temps. Donc on diminue les durées d'hospitalisation, on ne diminue pas ou très peu les durées opératoires. Et le patient va rester très peu de temps en salle de réveil, il va remonter, et dès qu'il remonte, là, il est pris en charge il remonte par ses propres moyens quelque part. Là, on le fait remonter en ligne, mais on pourrait l'imaginer, mais ça nécessite un petit peu plus peut-être qu'il ne peut pas d'environnement. Très bien marcher. Et puis, le patient va être levé dès l'après-midi, donc par les kinés, quand les kinés sont là l'après-midi, mais si pour les derniers patients, quand ils remontent un peu plus tard le soir, ça va être l'infirmière, les aides-soignants, on lève le patient le jour même. Donc il a eu une prise en charge de la douleur optimale, ce qui va lui permettre de se lever le jour même, il a pas mal, il est rassuré, même si le lendemain les blocs se sont levés, il est un peu plus douloureux, il va être rassuré et les choses vont bien se passer. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez Nicolas, mais je ne vois pas de différence avec l'ambulatoire, moi. Alors, la différence, c'est que l'ambulatoire, il faut sélectionner des patients, parce que les patients doivent rentrer chez eux le jour même. Alors, il y a des sélections qui peuvent être uniquement géographiques, quand vous habitez à plus de 120 km. Ou hôtelières. Ou hôtelières. Ouais. Alors ça, on a des solutions. Maintenant, on a des hôtels hospitaliers où les patients peuvent arriver la veille. Mais on n'a pas le droit, même c'est légal, on ne peut pas renvoyer des patients s'ils habitent à plus de, je crois que c'est 120 km. Bon, ça, c'est géographique. Après, ils peuvent s'arranger avec de la famille sur place. Et puis après, il y a des sélections. Il ne faut pas qu'ils aient de lourdes comorbidités. Voilà. Donc, on va sélectionner ces patients. La RAC, c'est en effet, on s'inspire... tout le monde. Pardon ? Vous prenez tout le monde dans la RAC? Dans la RAC, exactement. On s'inspire de l'ambulatoire pour l'organisation qui est au cordeau. Et en revanche, c'est pour tout le monde. Alors après, vous avez des puristes de la RAC qui disent la RAC, c'est le patient doit rester 2 jours et doit rentrer chez lui. On s'en fiche en fait. On adapte, moi, dans mon service, on a adapté la RAC. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde, même la fracture du col du fémur. Donc on va les lever rapidement, on va les rééduquer rapidement. Et on a vu justement avec le professeur Ranou, on s'est adapté. Il y a des patients, c'est un peu limite. Ils ne peuvent pas rentrer à 2 jours chez eux. C'est quand même au rééducateur de décider quand ils vont rentrer. Il y a des scores qui permettent, et donc
Notre ami chirurgien répond pour Non, mais vous, là. la semaine qui suit l'intervention chirurgicale, elle est fondamentale. En fait, c'est là que tout se passe, c'est là qu'on peut avoir un problème d'embolie pulmonaire, d'hémorragie, etc. Alors, nous, par rapport à avant, on récupère ces patients, ils sont différents d'avant, parce qu'avant, on en récupérait. Hein. Ça s'appelait pas de la RAC, mais il restait chez nous un peu plus longtemps. Il y a une chose qui a été, moi, je pense, la plus grande avancée, c'est qu'avant, en gros, on surveillait des drains, en gros. Hein. Ouais. Ils étaient là, le drain donne, non, il donne, il donne, bon, on va pouvoir l'enlever. Inutile de vous dire que rééduquer un patient avec des drains, c'était compliqué. Ouais. Les drains s'arrachaient. Donc ça, déjà, un truc tout bête, d'avoir mis au point une chirurgie sans drain. C'est-à-dire que le patient, il arrive, il est refermé de partout. Il n'a plus une espèce de pompe qui sort du genou pour aspirer tout. C'est fini tout ça. Il arrive, il est tout propre. Et donc on peut tout de suite nous le rééduquer. Pourquoi Et on le rééduque plusieurs fois par jour. Comment ? Non, mais allez-y, finissez. Oui, on le rééduque plusieurs fois par jour. C'est-à-dire on le rééduque 2 heures le matin, 2-3 heures l'après-midi, et il est sous surveillance médicale. Et le chirurgien, il est là aussi. C'est ça qui est bien. Ouais. Donc tout sur le même site, quoi. C'est mieux que l'ambulatoire, alors. Moi, j'aurai à me faire opérer demain. C'est la RAC. technique que j'utiliserai. Et y a-t-il des patients qui refusent ? La RAC ? Ouais. Donc, quand vous les informez, parce que ça peut être un peu nouveau, effrayant, ou est-ce que vous êtes en face ? C'est quoi les principales causes de refus, finalement ? Les causes de refus, c'est les patients qui ne veulent pas rentrer le matin même. Ouais. Il y en a quelques-uns, mais on arrive à les persuader, qui sont inquiets sur le fait qu'on va le lever, mais il y a... Ça m'embêterait, moi, je vous le dis comme je le pense, si vous deviez m'opérer, ça m'embêterait d'arriver là pour me faire opérer. Le matin même. Lit la veille, moi je trouve ça mieux. Hein. Non, mais chez soi, hein, moi je préfère prendre ma douche. Je viens de dormir dans mon lit, moi. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de drains maintenant ? Plus de drains. Drains, puisque voilà. vous avez dit, François, que c'était une des conditions de réussite. Non, c'est pas une condition, mais c'est un exemple, quoi. Ouais. C'est vraiment, c'est une chose qui a totalement, pour nous, vous faites une chirurgie qui ne saigne pas, vous ? Voilà. Oui. Alors non, on fait de la chirurgie, en effet, qui est moins invasive, qui saigne moins. Et puis après, il y a eu plusieurs études qui ont montré que mettre des drains, sauf dans des cas particuliers, des patients qui ont un saignement péropératoire important, des maladies particulières qui font saigner, n'ont pas d'intérêt. Il n'y a pas plus de complications si on ne met pas de drain. Donc ça a été montré pour la hanche, ça a été montré pour le genou. Après, chez certains patients, on met quand même des drains. On a changé sur le genou, par exemple, les prothèses de genou. Avant, on utilisait un garrot. Et si l'opération dure plus d'1 heure, on sait que le garrot va entraîner une sidération du quadriceps, des douleurs. Voilà, c'est des exemples. On fait des voies d'abord un petit peu différentes. Vous ne mettez plus de garrot, par exemple ? Moi, ça fait 20 ans que je ne mets plus de garrot, même avant la RAC. C'était quand même très, très opérateur dépendant, cette technique-là. Tout à fait, mais là, en fait, on a des protocoles, et puis on suit ces protocoles, et ça se diffuse, et il y a beaucoup de chirurgiens qui adhèrent. Un chirurgien de 40 ans, c'est-à-dire qui débute quelque part, 35-40 ans, ils font tous le RAC. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Enfin, et c'est plutôt ceux qui ont aujourd'hui 70 ans et qui ont de la peine à s'y mettre, non ? Je pense pas que ça soit une question d'âge, une question d'âge dans sa tête. Oui, mais enfin, voilà, mais c'est parce que c'est un peu casse-pied. Qu'est-ce que ça a remis en question dans votre pratique ? Alors, est-ce que ça a remis des choses en question ? Le progrès, c'est bien, puisqu'on a montré, en fait, il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que la RAC, on a certes une durée d'hospitalisation qui est moindre, donc ça, pour la société, c'est une bonne chose, parce qu'avant, une prothèse de hanche, c'était 1 semaine, 10 jours d'hospitalisation. On connaît le tarif d'une journée d'hospitalisation. On fait 150 000 prothèses de hanche par an en France, donc on voit, si on diminue de moitié, voire sur le tiers, la durée d'hospitalisation, on fait des économies pour la santé. Mais bon, ça, à la limite, les médecins, les patients, ils disent, c'est gentil, mais moi, je veux être opéré, je veux toutes les conditions de sécurité. François ? Je rebondis là-dessus, on avait publié il y a peut-être 5-6 ans, à partir des données sécu, on avait essayé d'évaluer ce que coûtait l'arthrose en France. Et on avait montré qu'on était dans la zone 1-10 milliards, quoi. Il y a plusieurs zones, là on est plutôt dans de la zone aux alentours de 5 milliards probablement. 85%, c'est de la prothèse. C'est de la prothèse.
D'accord ? Donc, de toute façon, il faut qu'on trouve, si on veut poser des prothèses à tout le monde, il faut qu'on trouve des solutions qui soient techniquement excellentes, qui soient viables pour le patient et qui soient pas trop chères. Et je crois que ça va dans ce sens-là, bien évidemment. Alors, on a parlé des chirurgiens jeunes, Ouais. qui maintenant font ça de manière courante. Est-ce Ouais. que vous avez en médecine de réadaptation des médecins les médecins et les services font-ils ça aussi de manière courante en France ? Ah, aujourd'hui, oui. Ça- Tous les services de rééducation sont aptes à recevoir des RAC. Alors, il y a une chose. D'abord, il y a un problème de financement. C'est-à-dire, pour pas. Bon, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais quand vous êtes un service qu'on appelle SSR ou SMR, qui est quand même. On appelle ça SMR maintenant, mais qui est quand même la majorité des services de rééducation, c'est clair que financièrement, ils ont un prix de journée qui est beaucoup plus faible. Et donc, ça n'encourage peut-être pas obligatoirement à avoir des périodes Et très pourquoi ? Parce courtes. qu'ils vont avoir besoin de plus de monde. Non, je pense qu'il faut transformer les choses, il faut introduire du MCO dans ces structures. C'est Donc, tout. vous dites Il faut que le payer système- le juste. On fait faire des économies, mais ces jours où les patients sont là, c'est lourd, il faut que ce soit bien payé. Donc vous dites Voilà. que le système de financement des SMR, Ouais. aujourd'hui, ne contribue pas à Ah mettre bah en place la RAC. non, il est pas très... Il n'est pas incitatif, quoi. Bah, il n'est pas incitatif. Et nous, on est MCO. C'est ça toute la différence. Vous voyez ? Donc ça va transformer les services de MPR Ah bah, de toute façon, en MCO, en fait, c'est ce que vous dites. Non, c'est trop extrême. Mais en ce moment, il y a une vraie réflexion sur les SSR, SMR, où c'est clair, à 150 € la journée, c'est pas possible. On peut pas faire de médecine, on peut rien faire. Et donc, on revient là-dessus, et probablement que de rajouter du MCO. Et là, je crois que c'est vraiment le meilleur exemple, c'est vraiment la RAC. Et d'ailleurs, moi, dans les discussions qu'on peut avoir au niveau administratif, c'est l'exemple que je donne à chaque fois. Au moins pour ça, il faut qu'on ait ça. Alors, si j'ai essayé de résumer un peu les avantages, vous allez nous les commenter. Donc d'abord, on anticipe l'organisation des soins et la sortie du patient. Fondamental. Bon. Vous réduisez les conséquences du stress chirurgical. Pourquoi ? Alors, on réduit les conséquences du stress périopératoire, donc en préparant les patients, on les informe aussi. Dans la préparation, il y a l'information. On a même des séances de type éducation thérapeutique. Et on a les patients, moi je vois les patients 3 mois avant, ils voient après 1 mois avant l'anesthésiste, et le même jour, ils voient une infirmière parcours qui va revoir avec eux le parcours, les rassurer. Et puis après, le stress chirurgical est diminué. On a déjà parlé de la technique chirurgicale, je vous ai donné des exemples sur les drains, le garrot, les techniques moins invasives. Vous allez nous expliquer ça en détail. Et puis après, on diminue le stress aussi avec la prise en charge anesthésique aussi qui est optimisée, donc on diminue les morphiniques, on l'a vu, on fait attention à la température de la salle d'opération, enfin c'est tout un ensemble. On donne des corticoïdes en paire opératoire, voilà, c'est tout ça, c'est une prise en charge particulière et on fait très attention à la prise en charge de la douleur. Un patient qui n'a pas mal va être moins stressé. Dans les deux services, vous contrôlez la douleur dans toutes les situations. C'est là où les anesthésistes sont... nous, on s'est énormément rapprochés des anesthésistes. Oui, même après. Après, bah oui, parce Ouais. que souvent, ils viennent, ils ont encore un petit cathé avec une petite pompe qu'ils peuvent utiliser, ce qui nous permet de les rééduquer beaucoup plus facilement. Et donc là, C'est pas très au point, généralement, la gestion de la douleur un peu Ah partout. là, c'est du... Là, non, mais là, maintenant, c'est... Attendez. Si. Alors, dans toutes les situations, c'est probablement excessif, Ouais. mais il y a eu un Énorme progrès énorme. Et Donc- justement, dans la RAC, on a cette prise en charge de la douleur qui permet de lever les patients, de les rassurer, c'est fondamental. Et du coup, dans ce parcours-là, la participation du patient, est-ce qu'elle est favorisée à domicile, en amont et en aval, par des plateformes, vous utilisez un peu les outils digitaux? Comment ça se passe d'un point de vue pratique? Alors, en effet, on utilise de plus en plus des outils digitaux pour le préopératoire, pour les patients remplissent des questionnaires mais avec ces outils digitaux. On les informe aussi de l'horaire de venue, des choses comme ça, avec des systèmes qui font appel à l'intelligence artificielle pour prévenir les patients. Et pour le suivi des patients, bien sûr, on a des outils digitaux qui permettent de voir leur progression physique, la douleur. Ils ont des bracelets d'activité, tout à fait.
Satisfaction, est-ce qu'on a des enquêtes ? Bien sûr. Et là, on a une satisfaction qui est largement augmentée. Les études montrent qu'on a une diminution de la morbidité. Ça a commencé, notre collègue danois Kelled, c'était de la chirurgie viscérale qu'il faisait. Et là, maintenant, on a de nombreuses études en chirurgie orthopédique, alors surtout sur les prothèses, hanches et genoux. On voit qu'on a une diminution de toutes les complications périopératoires. Alors, vous avez une mauvaise réputation dans l'os avec les infections nosocomiales. Est-ce que vous en avez moins avec vos techniques ? Là, dans les études, c'est pas mauvaise réputation. On est sur dans des chirurgies particulières, les fractures du col du fémur, des patients un peu particuliers. Sur la chirurgie prothétique, on est sur des taux d'infection qui sont extrêmement bas. Là, on a, à ma connaissance, c'est pas significatif. Vous vouliez ajouter un mot ? Oui, je voulais rajouter une chose, c'est que ce que nous faisons aussi, et ça c'est nous qui l'avons avec la pratique mis au point, c'est que quand ils sortent de chez nous, donc du service de rééducation, on est entre J5, J6 de la chirurgie, on les reconvoque systématiquement dans le mois, une journée entière, en hôpital de jour. Une journée entière. Parce que tout se joue le premier mois. Si le premier mois se passe bien, en tout cas nous, rééducateurs, dans notre expérience, c'est bon, il n'y aura pas de problème de raideur. Et en plus, les chirurgiens nous le disent, si on doit intervenir, c'est le plus tôt possible, avant qu'on voit des catastrophes, où on voit les patients arriver 3 mois après, raides, avec un débattement articulaire de 40 degrés. Quoi. Vous dites J6, J7, ça a gagné combien de temps cette technique, ça fait gagner combien de temps En hospice, c'est quand même, quand vous faites 7 jours en MCO, je pense qu'il y a... Philippe nous dira... Mais je pense qu'il y a 25 ans, il est resté 7 jours d'abord en chirurgie, quoi, avant d'être transféré à Pétaouchnok dans un centre où ils avaient une demi-heure de rééducation par jour, pendant 3 mois. Excuse-moi. Dans cette prise en charge, là, c'est un peu particulier. Je vous ai dit, la RAC, pour certains puristes, c'est retour à domicile obligatoire. Donc nous, on l'a adapté, et pour ces patients un peu limites, ils passent justement dans le service du professeur Ranou, où là, on s'est accordé pour qu'ils aient des séjour très court, de 7 jours, ce qui est dans un service de SSR, SMR, nous est exceptionnel. Donc voilà, là, on a en fait une rééducation intensive, matin, après-midi, et on diminue largement. Nous, c'est 2 jours en orthopédie et 7 jours en rééducation. Donc on est de la... Voilà. Après, et entre les deux. On n'est pas dans la RAC pure et dure, mais on s'en fiche. Il faut que ça réponde aux besoins de tous les patients. C'est ça qui est important. Et on ajuste. C'est pas non plus... C'est pas le catéchisme. On ajuste. Il y a parfois des gens, ça arrive, où finalement, nous, on les garde un peu plus longtemps, parce qu'ils ont saigné, et finalement, on les transfère dans un centre. Ça arrive, mais c'est exceptionnel. Et puis, il y a une autre chose, c'est les patients sont étonnés. Et là où c'est le plus intéressant, c'est ceux qui ont déjà eu une prothèse il y a 10 ans ou 15 ans. Ils vous disent, mais attendez, et alors eux, c'est le laisser randomiser, contrôler, il est parfait. Hein. Ils vous disent, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même intervention. On dit, si, c'est la même chose. Et moi, je veux juste parler un peu de mon histoire personnelle. À 30 ans, j'ai vu ma première intervention en tant qu'étudiant en médecine. C'était une prothèse totale de hanche. Je peux vous dire que ça m'a motivé pour devenir journaliste. Parce que c'était hallucinant, quoi. La prothèse de hanche, il y a 30 ans, un coup de marteau, c'était effroyable. Donc je suis content de voir que ces choses-là auraient peut-être fait de moi peut-être un chirurgien. Alors la place du généraliste dedans, est-ce qu'il a une place particulière ? C'est pas lui qui pose l'indication, j'imagine que c'est le chirurgien, mais qu'est-ce que vous attendez des médecins généralistes qui sont nombreux à nous regarder, en amont, en aval et peut-être pendant aussi le processus ? Je commence ou tu vas non ? Mais allez-y. Alors voilà, donc là les médecins généralistes, donc ils doivent avoir une information. C'est eux qui nous adressent les patients. Donc en général, ils ont déjà ils portent pas l'indication, mais ils nous adressent ces patients en vue d'une chirurgie. Donc mais ils savent pas que la RAC existe forcément. Si, je pense que maintenant on a une diffusion d'informations qui est assez large. Alors après sur le post-opératoire, donc c'est les patients qui rentrent chez eux beaucoup plus rapidement qu'avant, et on a dit c'est très important que les médecins généralistes participent à cette prise en charge post-opératoire. Donc ça serait intéressant un jour d'être en discussion avec des médecins généralistes. En fait, la plupart des médecins généralistes n'ont pas le temps de faire ça. Et donc,
nos programmes sont faits de telle sorte que ces patients n'aient pas besoin de voir systématiquement leur médecin généraliste. Ils verront le médecin généraliste s'il y a une complication, s'il y a un problème autre. Quand même, voilà, vous les renvoyez au médecin généraliste. Qui c'est qui fait le service après-vente? C'est la rééducation ou la chirurgie? C'est les deux. Les deux, parce qu'il voit aussi le professeur Enract, il le voit dans le mois aussi. D'accord. Et donc on essaye justement, c'est des trucs tout bêtes, hein. Ils sortent à J7, J8, il vous reste 22 jours pour un mois. Nous, on a la date à laquelle le patient va revoir le professeur Enract, et nous, on s'intercale, on ne se met pas 2 jours avant ou 2 jours après, ça n'a aucun intérêt, pour en fait bien baliser le mois, tout le mois, de J0 jusqu'à J30. Est-ce que la télémédecine a apporté un peu justement pour ce suivi à distance des gens qui rentrent un peu tôt chez eux? On est en train de démarrer. Voilà, je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, on a un trou noir entre où ils sortent à J2 quand ils rentrent à domicile, ou J7 quand ils sortent après cette phase de rééducation intensive, et on les revoit à 1 mois. Et donc là, entre 2, 7 jours et 1 mois, il y a un trou noir. Alors là, le médecin généraliste, quand il y a des problèmes de douleur, des choses qui ne se passent pas bien, va intervenir. Et nous, on a ce trou noir. Et donc là, justement, avec cette télémédecine, ces systèmes d'application, on suit les patients sur leur progression physique, sur la douleur. C'est intéressant. Donc c'est en cours d'évaluation et ça a l'air d'apporter quelque chose. Il se passe ce que je craignais. Si vous êtes trop intéressant, de la peine d'avoir tout raconté. Donc, on va passer peut-être sur la chirurgie. Vous avez déjà dit pas mal de choses. Il n'y a rien de particulier. Vous en parlez pendant Oui, je sais, pendant 1 heure, mais malheureusement, on sera parti avant. Donc, c'est pas le but. En revanche, le service après-vente de la chirurgie, c'est-à-dire les retards de la prise du transit, tout ce qui peut arriver après de la chirurgie, c'est vous qui le gérez, en fait, dans votre service. Beaucoup moins, finalement, parce que justement, l'intérêt de remobiliser les patients très vite, c'est que ils reprennent leur fonction, on va dire, quotidienne très vite. Ils prennent beaucoup moins de morphine, il y a moins de problèmes comme vous dites, de transit, par exemple. Il y a moins de problèmes de phlébite, il y a moins de problèmes d'embolie pulmonaire. Donc non, nous, on est vraiment focalisé sur la fonction du genou. Juste une petite question très courte. Il faut combien de temps pour former un chirurgien à vos techniques? C'est rapide? Sur la RAC, alors il y a sur les techniques de voie d'abord antérieure, il faut quand même disons quelques semaines. C'est systématique maintenant. Mais en fait, c'est le chirurgien, c'est pas que le chirurgien en fait. C'est quand on fait basculer un service sur la RAC, il faut former tout le monde. Oui. Donc c'est plusieurs semaines. Et après, quand vous avez formé les gens, il faut faire de l'évaluation, il faut faire des audits, savoir où on en est, et ça permet de savoir où on a des problèmes et de progresser. En fait, et nous, on le fait en permanence. On est quasiment chaque année, on fait un audit pour savoir si tous les protocoles sont faits correctement, les méthodes d'épargne sanguine, la prise en charge de la douleur. Mais là on a 3 étoiles qui se suivent, quoi. Les 3 étoiles de votre service chirurgie, 3 étoiles du service du professeur Ranou. Pas tout le monde qui a ça. François, est-ce que des gens peuvent ne pas aller dans votre service et rentrer chez eux après une chirurgie comme ça? Il faut obligatoirement passer par un service de rééducation pour que la RAC mérite son nom. On parle du genou? Je pense que tout dépend aussi de l'articulation. La hanche, de plus en plus, la rééducation. Peut-être qu'on a oublié de préciser ça. La RAC, c'est pour tout? Toutes les interventions chirurgicales ou que certaines? C'est quoi? Hanche, genou, épaule? C'est tout. C'est tout. L'abdomen oui. L'uro, l'écho, le sein, la cardio. Oui, tout à fait. Là, le début, ça a été la chirurgie viscérale, et maintenant, c'est toutes les chirurgies, même la chirurgie thoracique. Est-ce qu'il faut passer par un service de rééducation à tout coup ou pas? Non. C'est-à-dire vous dites qu'on fait de la rééducation rapide. Oui. Donc ça veut dire rapide, ça veut dire que les rééducateurs doivent bosser rapidement là-dessus. Si après la chirurgie qui est faite très vite, on renvoie les gens chez eux, ça ne va pas fonctionner. Après, ça dépend du type. Si c'est de la hanche, aujourd'hui, la rééducation, de toute façon, elle est peu ou pas utile. Donc, non, très peu. Par contre, le genou, oui. Ouais. Et là, il faut passer par un service. Après, c'est un problème d'organisation de nos services. Si vous avez des dossiers en commun ou c'est le chirurgien qui décide?
On a, Je vous pose des questions que tous les médecins doivent se poser en vous écoutant. Hein. Tout à fait, mais je pense qu'on sait qui doit aller, qui doit rester dans le service de rééducation et qui peut rentrer à domicile. Ouais. Donc là, il y a les articulations, il y a les antécédents du patient, son âge, son statut, s'il est seul chez lui à domicile, il va passer quelques jours en rééducation, ça va lui permettre de gagner encore en autonomie pour rentrer chez lui. Il y a plusieurs critères, mais ce n'est pas obligatoire de... C'est que dans la rééducation, il y a toute une partie qui est médico-sociale. Quelqu'un, même s'il va très bien, son genou va très bien, il habite au 12e étage sans ascenseur, il ne va pas pouvoir rentrer chez lui. C'est interdit. Vous voyez, on voit les médecins rééducateurs... C'est interdit, 12e étage sans ascenseur, mais 5e, c'est déjà pas mal. Voilà. Les médecins rééducateurs sont dans les services de MCO. À l'avenir, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut une connexion très forte avec les services de chirurgie orthopédie. De chirurgie viscérale, de chirurgie exactement. Je pense. Oui, je pense. Il y a un dossier, alors je le signale... C'est un vrai changement. Bien sûr. Je le signale à nos téléspectateurs, il y a un dossier qui est très très bien fait sur le site de la HAS. J'étais très surpris par la qualité de la RAC que je connaissais mal. Et là, alors quand il donne la liste de la chirurgie qui peut avoir recours à la RAC, on se demande qu'est-ce qui ne peut pas avoir recours à la RAC. L'HS, mais les chiffres datent du premier trimestre 2016, disent qu'il y a une centaine d'équipes services français qui font la RAC. Et public ou privé, parce qu'on n'a pas encore parlé du privé. Ça a dû beaucoup augmenter depuis 2016. Ouais. La part du privé par rapport au public dans la RAC, est-ce que le privé s'y est mis aussi ? Oui, bien sûr. Pour quels avantages pour eux ? Pour les mêmes. L'avantage majeur, c'est pour le patient. Je pense que tous les chirurgiens, tous les rééducateurs, enfin tous les médecins, le but, c'est qu'il y ait un bénéfice pour le patient. Après, si en plus on fait faire des économies à nos... les économies, c'est aussi les nôtres, mais c'est surtout que c'est bénéfique pour les patients. Donc, et puis, en termes d'organisation, pareil, pour une structure, qu'elle soit publique, privée, ça fonctionne mieux, tout est organisé, et aussi, tout le monde, en regardant les journaux, on sait qu'il y a une pénurie, entre autres, d'infirmières, de personnel médical. Et donc, quand on passe pour une prothèse de hanche à 2 jours d'hospitalisation, ça permet de limiter un peu les dégâts. Vous devez avoir votre statut dans le hall de la PHP, vous, parce que on ne parle que de ça en ce moment. Alors, là, justement, François disait quand on passe à la RAC, nous, on l'a fait à personnel constant, voire en diminuant un peu le personnel. C'est le nombre de personnel. On a par exemple fait des hôpitaux de semaine, donc on ferme le week-end. Ça, la RAC permet de le faire, mais donc ça a obligé à rendre des postes, par exemple, d'infirmières, et on a négocié pour ne pas rendre complètement tous les postes d'infirmières, et on a créé des nouveaux métiers. On a créé, par exemple, l'infirmière parcours, qui voit ses patients 1 mois avant. On a créé la gestionnaire de lit, qui est capable, toutes les heures, de savoir au lit près combien on a de lits. Voilà. Et on fait, par exemple, rentrer les patients à J0. Ils rentrent, donc ils sont dans un salon d'accueil. Le lit n'est pas encore libre. Le patient qui est dans le lit va sortir dans la matinée. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une question d'organisation. Banette chaude, comme disent les marins. Voilà, donc ça permet de... Parce que les ressources, ça ne va pas s'améliorer avant plusieurs années, si un jour ça s'améliore. Donc, ça permet aussi de gérer la pénurie. Alors, en revanche, le fait de faire de la RAC, c'est que on a un turnover plus important et les infirmières ont une surcharge de travail. Et donc ça, il faut le prendre en compte et il faut certainement augmenter le nombre d'infirmières dans ces services pour suivre ce rythme qui est beaucoup plus lourd. Donc vous avez parlé d'innovation organisationnelle, vous avez parlé d'innovation technique, que ce soit la technique chirurgicale d'anesthésie. Est-ce qu'il y a des innovations dans les dispositifs médicaux implantables, puisqu'on est dans la prothèse ? Est-ce que ça a changé aussi, ou est-ce qu'il faut des prothèses qui sont différentes ? Est-ce qu'il y a un peu de suivi des prothèses, ou c'est toujours les mêmes qu'on pose dans les RAC ? Alors, si vous voulez, le progrès des prothèses n'a pas eu d'amélioration sur la RAC. On a des prothèses qui durent plus longtemps, certaines prothèses qui diminuent les luxations, des prothèses qui donnent un
peut-être un peu meilleure mobilité sur les prothèses de genoux, mais non, il n'y a pas eu de retentissement majeur pour la RAC. Mais par contre, c'est des progrès importants. On est sur les prothèses de hanche, maintenant on a une durée de vie supérieure à 30 ans. Voilà, donc la RAC, ça ne peut pas être ce que je pensais au début, une médecine très élitiste, puisque ça a l'air d'être... maintenant, la généralisation, ça vous fait sourire, François? Non, je pensais... Pensiez à quoi? C'est combien de votre activité? Ça représente combien de votre activité, les RAC Vous faites tout à RAC, alors? Tout. Ouais. C'est 100% de l'activité de votre Oui, voilà. Donc, pas la RAC pure et dure, comme je vous ai dit, mais moi, tous mes patients, c'est en RAC. Bon, voilà. Et vous, François, pas Comme Philippe. Oui, comme Philippe. Mais voilà. c'est pas... On n'en est pas à dire un chirurgien qui ne fait pas la RAC, c'est un ringard, quoi. Non, je ne pense pas. Il ne faut pas être comme ça. Et puis, c'est des mutations qui se font progressivement. Mais il y a maintenant, la plupart des équipes prennent en charge leurs patients sur ce mode de réhabilitation améliorée après chirurgie, parce que c'est plus intéressant, parce que c'est mieux pour les patients. Et puis, ils peuvent le faire aussi de façon progressive. On n'est pas obligé de faire rentrer tous les patients le jour de l'opération. On peut démarrer en diminuant les durées d'hospitalisation, en adoptant la prise en charge chirurgicale, anesthésique, rééducative, et on n'est pas obligé de remplir toutes les cases au début. Et puis petit à petit, on va remplir toutes les cases et on va progresser. On va avoir 3 minutes pour conclure, ce qui n'est pas beaucoup, parce qu'on approche la fin de cette émission. Moi, je veux vous dire que j'ai appris énormément de choses. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Vous n'avez pas l'impression qu'on ne communique pas assez sur le RAC? C'est pour ça qu'on est là. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais on en parle mal aussi parce que, en fait, on ne devrait pas utiliser le terme réhabilitation, qui est un anglicisme. On dit RAC. Très bien. Oui, mais il faudrait utiliser le terme rééducation. Le terme français, c'est rééducation. Réhabilitation, c'est le terme anglo-saxon qui réunit la rééducation et la réadaptation. Écoutez, nous, je le dis parce que on a dit RAC toutes les missions. L'Académie française, mais voilà, donc c'est bon. L'Académie française l'a dit, a bien expliqué. On ne doit pas utiliser le terme réhabilitation quand on parle de rééducation. Bon. D'ailleurs, la tendance, c'est de dire maintenant, c'est même récupération. Oui. Est-ce que ça mériterait de faire une émission un peu en chirurgie? Est-ce que ça mériterait de faire un peu une émission par appareil avec des chirurgiens où on peut traiter tout globalement comme ça, ce sujet-là? Est-ce que ça aurait le coup d'avoir un urologue qui vient nous raconter comment il fait la RAC? Est-ce que ça ne change pas? Non, c'est la même chose. Ah non, moi je pense que ça peut être intéressant, notamment pour les patients qui doivent quand même largement regarder votre émission. Ça peut les intéresser. Allez, on va conclure. Alors, j'avais envie de vous faire un peu conclure sur certaines choses qui me paraissent importantes. Vous, François, j'allais dire la RAC pour tout le monde et avec un patient qui a un rôle actif. Oui, on en a un peu parlé, mais je pense qu'il y a aussi ça, c'est fondamental. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas que ça vienne des pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, les patients sont beaucoup plus proactifs, beaucoup moins passifs. En France, ils sont très passifs. Je pense que ça donne aux patients aussi une implication, ça lui donne une responsabilité, et ça, je pense que c'est une très bonne chose, et je pense que ça participe au bon résultat de la prise en charge, parce qu'elle est à ce moment-là, vous savez, on avait publié ça avec Serge Poirodeau il y a 15 ans, on avait montré que dans la chirurgie, pour que le patient soit content, il faut que ses attentes soient à la hauteur de ce que le chirurgien est capable de lui offrir. C'est typiquement ça. Surtout et quand on est en contact comme ça et on lui dit on va faire un truc en équipe, je pense que... on n'a pas le temps de vous faire raconter ce qui se passe à l'hôpital et de dire que les patients aujourd'hui considèrent que tout le monde il y a une espèce de drôle d'opinion qu'ont les patients, mais vous nous racontez ça un autre jour. Pour vous, votre conclusion, moi j'ai envie de vous entendre dire, j'ai ressenti chez vous besoin d'organisation et de technique. Tout à fait. C'est l'organisation, donc c'est une prise en charge qui implique toute l'équipe, avec une organisation, moi je l'ai déjà dit, au cordeau, c'est vraiment c'est le fondamental. Et puis en effet, c'est aussi technique, parce qu'on a adapté tout ce qui est périopératoire, toutes les techniques périopératoires pour permettre de faire cette réhabilitation
améliorée en chirurgie. Merci, vous êtes vraiment... C'est très agréable de faire l'émission avec vous deux, ce sujet-là est passionnant. Bon, Nicolas, vous avez 30 secondes pour conclure. C'est assez simple. Moi, je trouve que c'est formidable de voir une innovation qui d'abord et avant tout organisationnelle. On se demande pourquoi en médecine ça ne viendrait pas, parce qu'un bilan de cancer, un bilan d'insuffisance cardiaque, etc., mériterait aussi parfois que tous les plateaux techniques et les professions autour du médecin responsable puissent s'organiser aussi. Donc peut-être que cette innovation organisationnelle en chirurgie va aussi arriver en médecine. En tout cas, on le souhaite pour le bien des patients. Toujours la même chose. On sait qu'en ce moment, c'est quand même, il y a des équipes qui réfléchissent. C'est une des grosses mutations de l'hôpital, ce que vous êtes en train de nous dire, non ? Elle est indispensable. Ouais. Elle est indispensable. Elle est indispensable et une des mutations, comme vous avez dit, organisationnelle. Et je pense que ça vient beaucoup de nous. Merci à vous tous. Cette émission nous montre que nos métiers évoluent très concrètement et qu'il n'y a pas que des problèmes de budget, même si l'état de notre médecine va nous imposer des bouleversements dont nous nous ferons toujours l'écho. Merci messieurs, merci Nicolas, à bientôt et en attendant, portez-vous bien.